Bonjour à tous, excusez-nous du petit retard. Merci de vous être déplacés jusqu'ici. Donc le collectif Exhibit B s'est réuni contre, oui, contre Exhibit B, excusez-moi, effectivement, s'est réuni pour vous faire part de la suite des événements au cours de cette conférence de presse. Donc déjà, je vais introduire cela en vous disant que on estime que ce qui s'est passé jusqu'ici est une victoire. On va l'expliquer pourquoi, même si elle n'est pas, comment dire, elle n'a pas pris le sens définitif auquel nous aspirions, mais en tout cas, c'est une victoire. Et avant ça, il est nécessaire, à notre sens, de recadrer certaines choses, parce que c'est vrai que les focus des médias, autant que des soutiens à Brett Bailey, se sont focalisés sur sa blancheur et ont laissé entendre qu'on s'en prenait à l'homme. Or, pour nous, Brett Bailey n'est qu'un microbe dans l'océan raciste, alimenté justement par le racisme d'État impérialiste que nous combattons. Il n'est qu'un microbe, mais malheureusement pour lui, il a été le révélateur, l'un des nombreux visages d'un racisme plus dangereux encore que le racisme franc auquel on est habitué à faire front et face. C'est un racisme qui, lui, est habillé du drap blanc percé par les œillères d'un antiracisme doté de bonnes intentions dont l'enfer, la colonisation, l'esclavage et j'en passe étaient pavés. Et c'est cette forme de racisme invisible à l'œil nu qu'il va être nécessaire maintenant d'apprendre à lire. Et c'est pour ça qu'il était important pour nous de faire front à ce nouveau mode d'expression. Il faut rappeler que, notamment au niveau médiatique, nous avons été d'abord, il n'y a eu qu'une vision comment dire, qu'une vision concernant cette confrontation. C'était une vision qui consistait à dire qu'il y avait des personnes en colère, donc des Noirs notamment, même que des Noirs qui étaient en colère et qui fustigeaient une personne qui avait une démarche totalement antiraciste, sans essayer de comprendre et d'interroger le pourquoi de cette révolte totalement légitime. Et il y avait aussi de l'autre côté les Brett Bailey, ses soutiens et soutenus par l'État français qui nous discrimine chaque jour, qui eux affirmaient que nous étions comment dire, animés que par une colère vengeresse, une colère du genre à vouloir tuer tous les Blancs, et que effectivement on n'arrivait pas à comprendre, à percevoir la finesse de son art et toute la dimension bienfaisante qu'elle dépeignait à notre égard. Et ça, c'est totalement insupportable parce qu'un fut un temps, pas si lointain, un gouvernement politique, je crois que c'est celui de Sarkozy, parlait des bienfaits de la colonisation, et on a l'impression, quand Brett Bailey parle des bienfaits de son œuvre, alors qu'on lui dit qu'elle est partiale, et de ce point de vue raciste et plus précisément négrophobe, puisqu'elle parle du racisme perpétré contre les Noirs, eh ben, c'était une dimension totalement insupportable. À force de nous mobiliser, on a vu que petit à petit, des médias ne se sont pas arrêtés aux premières impressions et ont commencé à réaliser que peut-être l'analyse de la question était un peu plus complexe et qu'il ne suffisait peut-être pas de se dire antiraciste pour réellement l'être, et que peut-être qu'à son insu, on pouvait drainer des pensées, des réflexions, des images, des mécaniques racistes. Et c'était effectivement là notre discours. Et à ce point-là, on estime que c'est une victoire parce qu'on a réussi à déplacer les débats et à montrer que la question de l'antiracisme n'était pas quelque chose qui devait se cantonner à une vision naïve. Et c'est celle des Brett Bailey qui est une posture totalement coloniale pour nous, néocoloniale, dès lors où elle nous représente, et les médias ont participé à cela un temps, comme des Noirs costauds, donc dotés de la puissance dont l'esclavage et la colonisation nous, comment dire, tiraient tout son profit ou nous réduisaient, et que effectivement lui représentait l'intelligence dont parlent messieurs Laurent Blanc et Sagnol,
l'intelligence du jeu, et que nous n'arrivions pas à accéder à ce degré de pertinence, à ce degré d'art ultime, etc. Et on se rend compte à ce moment-là que cet art-là, comme la liberté d'expression, comme le principe, le sacro-saint principe de la démocratie, deviennent des paravents face auxquels on ne peut pas s'opposer, qui sont capables de justifier l'injustifiable. Et je rappellerai que nous, Noirs, d'une manière générale, c'est pas nous qu'on peut museler au nom de ces sacro-saints principes, parce qu'il faut rappeler que l'esclavage a été perpétré au nom de ces sacro-saints principes blancs, que la colonisation a été justifiée au nom de ces sacro-saints principes blancs, et que l'œuvre de Brett Bailey tentait de nous convaincre qu'elle était bonne pour nous, toujours au nom de ces sacro-saints principes. Donc nous, on essayait de faire comprendre qu'on n'était pas de cet avis et qu'il fallait nous entendre. Donc les médias ont mis du temps à nous entendre. On les en remercie parce que mieux vaut tard que jamais. Mais Brett Bailey est toujours resté sourd au débat que l'on a imposé, parce que si on est arrivé avec l'annulation, ce n'était pas histoire avec le mot d'ordre d'annulation, c'est-à-dire on a conscience de l'État français, de la détermination de l'État français pour protéger certains de ses intérêts et privilèges, que nous considérons blancs là aussi. Donc on savait qu'il y allait avoir une barrière militarisée pour empêcher notre parole de porter ce que l'on croyait juste et ce que l'on croit toujours juste. Mais en tout cas, c'était une manière d'entrer dans le débat avec nos propres termes, notre propre conviction, notre propre réflexion, notre propre analyse politique de la question. Et c'était un débat qui partait de la vision des racisés eux-mêmes et non pas d'un antiracisme qui est financé, enfanté par le même racisme d'État français que nous combattons bien sûr en France, parce qu'il y a d'autres racismes d'État qui existent. Donc ça, c'était aussi insupportable de voir que les gens voulaient nous imposer le débat, parce que toutes les associations antiracistes ou en tout cas les représentants auxquels on a eu affaire, disaient qu'ils comprenaient notre colère, qu'elle était légitime, cette colère un peu sauvage et non maîtrisée, non politisée, etc. Mais que peut-être qu'il fallait faire autrement, c'est-à-dire comme eux font, et ça c'était insupportable. Parce que nous, c'est comme ça qu'on voulait rentrer dans le débat, en disant: si vous voulez continuer à raciser, même de manière subtile, ça ne se fera plus en notre nom. Et jusqu'au bout, c'est la ligne qu'on a tenue, et c'est pour ça qu'on a tenu à se mobiliser, à manifester du début jusqu'à hier. Et là, on va vous parler d'amplifier cette mobilisation sous une nouvelle forme, et ça va être développé. Donc voilà en quoi cela est une victoire, parce que Brett Bailey, ce n'est pas notre problème. Il est totalement insignifiant, et on peut le croiser, des racistes qui s'ignorent, des néocolons qui s'ignorent, on en croise tous les jours, donc ce ne sera pas le premier ni le dernier, ça ne nous empêchera pas de dormir. Mais derrière lui, on visait des institutions ou des représentants ou des directeurs d'institutions telles que celle du TGP, du 104, qui eux sont restés sourds à tous nos arguments et sont restés sur la droite ligne du fait qu'il n'y avait aucune ambiguïté raciste dans le spectacle, et donc aucune remise en cause de ces gens qui pensent que parce qu'ils se disent antiracistes, ils le sont forcément. Cette démarche, nous la trouvons profondément néocoloniale, et c'est une fracture, et c'est ça qu'on a voulu exprimer aussi, entre deux antiracistes qui s'opposent, l'un enfanté, légitimé par l'établissement que nous combattons parce qu'il nous racise, il nous discrimine, il nous ségrègue, et j'en passe des plus belles et des meilleures, et un antiraciste, celui que nous incarnons, pas dorénavant, que nous incarnons depuis longtemps, mais Brett Bailey est un prétexte pour pouvoir l'affirmer officiellement. Eh ben, cet antiracisme, il part des racisés, et on a décidé que dorénavant, c'est-à-dire on a décidé, c'est-à-dire par une parole officielle, parce qu'on l'avait décidé depuis longtemps, tous ceux qui prétendront faire pour nous, mais feront sans nous, seront considérés et jugés dorénavant contre nous. Que l'antiracisme l'entende, s'ils veulent discuter, qu'ils enlèvent leur costume de paternaliste, qu'ils enlèvent leur costume de néocolon, et nous pourrons discuter. En dehors de cela, on les considérera dans le camp adverse. Donc voilà ce qu'il est à retenir. Je pense que c'est en cela qu'on considère comme une victoire, parce que le fait d'avoir déplacé les lignes, petit à petit, on fera tomber la barrière militaire que l'État français a mis devant nous
au nom d'une pseudo-liberté d'expression qui a permis de légitimer une parole que nous jugeons et dont nous sommes convaincus qu'elle est raciste, même si c'est à l'insu de Brett Bailey, parce qu'il est éduqué dans les mêmes écoles que nous, dans les mêmes sphères que nous, et que ces sphères-là sont alimentées par un racisme viscéral. Voilà. En France, nous sommes dans un contexte national où... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter avant parce que... Ouais, bonjour, je m'appelle C'était Franco, de la brigade anti-négrophobie. Et ils sont 2 de la brigade à faire partie du collectif contre Exhibit B. Qu'est-ce qu'il y a, Franco? BAMS, je suis auteure, compositrice, interprète, artiste donc, chroniqueuse aussi, et membre du collectif contre Exhibit B, BAMS. Et donc ce contexte national français, où il est déjà ultra difficile quand on est noir de pouvoir construire, reconstruire une mémoire positive, un contexte national où historiquement on n'a pas encore statué sur ce qu'était l'esclavage, ce qu'était la colonisation. Franco, il faisait allusion en 2005, effectivement, Nicolas Sarkozy tente de faire passer cette loi avec la linéa, les aspects positifs de la colonisation. Et 1 an après, on dégage cette loi, et ce sont les historiens, parce que effectivement, ce n'est pas aux politiques, et encore moins, je pense, à un artiste, de venir sur des thématiques aussi sensibles, convoquer l'histoire lorsque les historiens n'ont pas encore fait leur travail. Et c'est important de resituer ce contexte pour comprendre en quoi notre douleur prend, ce sur quoi elle repose. Parce que, par exemple, quand on observe l'un des grands génocides qu'a été la Shoah, et que on a tous eu la possibilité de l'apprendre à l'école, on sait concrètement quand on est sorti de tout ça. Et quand on parle de l'esclavage, quand on parle de la colonisation, même si effectivement on sait tous que c'est dans les années 60 que les pays africains sont sortis de la colonisation, on voit bien quand on connaît l'histoire, et j'ai la chance d'appartenir à une famille instruite, cultivée, et qui m'a transmis des connaissances sur ma culture noire. Et on sait bien quand on connaît l'histoire que la colonisation, les relations France-Afrique sont encore hyper floues. Et c'est assez difficile en fait de savoir concrètement si nous sommes sortis de cette colonisation. Il est donc ultra brutal, ultra insultant, ultra dégradant de cette installation Exhibit B de convoquer de manière si brutale des images qui prétendent dénoncer en reproduisant l'humiliation, et reproduire n'est pas critiquer. Et dans Exhibit B, il n'y a pour nous ni l'histoire, ni l'oppresseur blanc, et ni la résistance noire. Et c'est vraiment le point de départ de notre lutte. Je finirai par un texte. La censure, c'est d'empêcher ceux qui revendiquent la dignité de s'exprimer. C'est d'empêcher à un tiers de raconter son histoire. C'est de ne pas considérer 20 000 signatures. La censure, c'est de tenir l'autre hors des lieux des créations artistiques. Nous sommes ceux qui sont les plus censurés. Alors, si vous vous demandez ce qu'est la définition de la censure en 2014, nous sommes à votre disposition. La défense de la liberté d'expression, c'est de ne pas refuser la discussion avec des personnes qui la réclament depuis 2 mois. C'est de ne pas envoyer un dispositif répressif disproportionné. C'est considérer la parole telle qu'elle est, même si l'on y est opposé. C'est d'accepter le débat qui s'engage parce qu'on ne peut que s'en enrichir. Depuis le début de ce qui était une demande de dialogue et qui s'est mué en manifestation parce que ce dialogue a été refusé, nous vous montrons ce qu'est la véritable liberté d'expression.
car même devant une presse qui nous diabolise, un dispositif policier qui nous agresse, la trahison de certaines personnes qui devraient nous entendre, notre vie laissée en suspens pour lutter, les attaques malhonnêtes dont nous faisons l'objet, nous exprimons dignement notre liberté d'expression, car chaque liberté se conquiert par l'adversité. Voici la définition de la liberté d'expression. La liberté qu'aujourd'hui les Noirs conquièrent, non pas seulement pour eux, mais pour l'avancement global de la société. Alors voici notre parole. À la question « Les Noirs ont-ils été muets ?» nous répondrons « non ». À la question « Les Noirs ont-ils été enchaînés ?» nous répondons « Ils ont toujours lutté et c'est parce qu'ils ont résisté et qu'ils se sont libérés que nous sommes devant vous. » À la réponse « Les Noirs comprennent-ils l'art ?» nous vous répondrons paisiblement que nous comprenons l'art depuis toujours, car nous avons toujours créé. Avez-vous lu nos livres? Avez-vous lu nos pièces? Avez-vous lu nos penseurs? Comment, si vous les avez lus, pouvez-vous même nous poser la question? Nous aurions tellement voulu avoir le plaisir d'ignorer Bret Bailey si nous avions des spectacles qui montrent la vraie vision de l'esclavage. Mais vous nous l'interdisez. Vous nous interdisez même de vous le dire. Vous ignorez la réalité des faits statistiques. Vous nous déniez le fait d'être les dépositaires de notre parole, de notre histoire, de notre philosophie acquise bien souvent par notre expérience de la souffrance. Vous nous censurez, vous nous privez de la liberté d'expression, mais nous résistons et nous libérons de la censure et nous emparons de la liberté d'expression. Il y a 2 mois, nous vous proposions la discussion. Maintenant, nous vous disons, vous dirons ce que nous avons à vous dire, nous ferons ce que nous avons à faire. Je finirai, et ça c'est personnel, qu'il faut aussi bien se rendre compte qu'au-delà des confrontations de ces 2 antiracismes qu'a symbolisé tout ce mouvement et cette lutte, il faut savoir que tous les gens, que ce soit les signataires, les manifestants, tous ces gens qui sont mobilisés pour dire non à ce racisme déguisé, je pense, en tout cas moi, toute l'énergie que j'ai mise au service du collectif, je le mettrai en 2017 pour rappeler à la communauté noire, maghrébine, que nos politiques, droite comme gauche, ne sont pas là pour nous et qu'on sait très bien que les élections présidentielles souvent se jouent à 1 million de voix. Et moi, je serai là pour leur rappeler qu'on ne doit pas voter pour eux. Voilà. Merci Bams. Moi je suis Dieudonné Nyambokou, je suis historien, je suis membre du collectif et je voudrais rappeler pourquoi j'ai intégré ce collectif. Je l'ai fait parce que Exhibit B, comme la plupart d'entre nous l'ont déjà exprimé, Exhibit B est la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Exhibit B, c'est ce qui nous permet de dire trop c'est trop. Trop c'est trop, pourquoi? Parce que nous avons du mal à vivre nos vies de façon paisible, de façon tranquille dans cette société. On nous rappelle tous les jours les préjugés, les clichés qui ont été créés pendant la colonisation, pendant les siècles d'esclavage, pendant ces siècles d'oppression dont des millions d'Africains ont été victimes. Certains ont été massacrés, d'autres ont été déportés dans ce qu'on appelait les nouvelles colonies, les colonies du Nouveau Monde. Et cette histoire tragique n'a été reconnue comme crime contre l'humanité dans un État comme la France qu'en 2001. Cette même France qui a aboli l'esclavage dans ses colonies en 1848, qui a aboli la traite négrière en 1815, qui n'a jamais fait un travail de mémoire sur ces siècles d'oppression, qui n'a jamais fait un travail de mémoire sur toute cette période. Et tous les jours, malheureusement, pour une majorité de Noirs dans ce pays, on est confronté à des images négatives, dégradantes, avilissantes, qui nous sont jetées au visage tous les jours. Hier soir, je vais vous donner quelques exemples. Hier soir,
au cours d'une réunion, je suis allé commander des boissons chaudes dans une machine. Il y avait du chocolat, je voulais commander du chocolat. Il y avait 2 marques de chocolat qui étaient vendues. Une marque de la chaîne de restauration dans laquelle j'étais, et puis une autre marque de chocolat appelée Banania. Je me suis dit, on continue de vendre du chocolat Banania en France. Si les autorités faisaient leur travail, cela ne se ferait pas. Si le travail de mémoire avait été fait, cela ne se ferait pas. Je commande quand même mon chocolat, mais j'appuie sur le bouton de l'autre marque de chocolat. Et quand on vient me servir à table, quelques instants après, qu'est-ce qu'on me présente? Au moment où je veux prendre mon chocolat, je vois qu'on m'a livré du chocolat Banania. Je me lève. Que pensez-vous, d'après vous, dans quel état psychologique je devais être? J'étais furieux. Mais je garde mon calme. Je vais à la caisse et je dis à la jeune femme à la caisse, j'ai commandé du chocolat. C'est pas cette marque que j'ai commandée. Pourriez-vous me servir la marque que j'ai commandée? Elle me dit, nous n'avons qu'une seule marque de chocolat ici. Et là, je lui montre. Je dis, mais vous voyez cette marque? C'est écrit Banania là-dessus. Savez-vous ce que c'est? Elle me dit, non, je ne sais pas. Je dis, eh bien, écoutez, on a insulté les Africains dans ce pays pendant des décennies, pendant la période coloniale. On les traitait de Yabon Banania. C'est une insulte raciste. Senghor lui-même, qui a fait la guerre pour libérer aussi la France, l'a écrit dans un de ses textes. Pour défendre les tirailleurs sénégalais, il a dit pour vous défendre votre honneur, j'aimerais retirer de tous les murs de France ces affiches Yabon Banania qui vous insultent. Senghor n'a pas réussi. Il est élu président de la République du Sénégal. Il a été même une personnalité très respectée dans ce pays. Senghor n'a pas réussi à faire retirer des murs de France Yabon Banania. Aujourd'hui encore, en 2014, combien d'années après les indépendances, on nous sert du chocolat Banania dans ce pays, dans l'indifférence des associations antiracistes. Est-ce normal? Est-ce que vous pouvez comprendre ce que nous demandons aux associations antiracistes, ce que nous demandons aux autorités, ce que nous demandons à l'État? C'est de comprendre qu'il y a une violence permanente. Il n'y a pas que les Noirs qui sont victimes, bien sûr, des violences. Toute population peut l'être, et l'est. Mais nous rappelons que pendant 500 ans, on a construit des clichés, on a chosifié l'Africain en France sur la base du Code noir de 1685, qui désignait les Africains comme un bien meuble, du simple fait de leur couleur de peau, et qu'on a financé, on a subventionné des pseudo-savants dans ce pays, qui ont inculqué dans l'esprit de la population de ce pays pendant des générations un complexe de supériorité du blanc sur le noir, pendant qu'on a inculqué à des millions d'Africains de noirs du fait de leur couleur de peau le complexe d'infériorité. Et donc nous voilà en 2014 dans un pays où le travail de mémoire n'a pas été fait, où l'État français n'a pas pris ses responsabilités. C'est cet État français qui assume l'héritage des crimes commis par le Royaume de France, dont il est héritaire. Ce travail de mémoire n'a pas été fait. Les victimes, les descendants des victimes sont au quotidien bafoués. On ne peut pas aller voir un film tranquillement sans qu'à un moment donné dans le film, on vous jette au visage une image avilissante du noir. Et après on se demande pourquoi les noirs ne vont pas au cinéma. On se demande pourquoi les noirs ne vont pas au théâtre. Je vous dis, j'ai une amie qui est d'ailleurs dans la salle, qui est allée au théâtre il y a quelques jours voir une pièce sur Jaurès. Qu'est-ce qui lui est arrivé à un moment du spectacle? On lui a jeté au visage une scénette à un moment donné où Jaurès parle de nègres. Le metteur en scène a trouvé intelligent de montrer des nègres bamboulia, disons comme ça, ou banania, parce que c'est la représentation qu'on se fait encore du noir dans ce pays. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que pourquoi produit-on ce genre de spectacle? Pourquoi finance-t-on ce genre de film? Et pourquoi les enfants noirs dans ce pays, à l'âge de 3 ans, sont-ils confrontés à la violence du racisme? Dès l'âge de 3 ans à la maternelle. Comment se fait-il que d'autres enfants innocents comme eux, âgés du même âge de 3-4 ans, puissent leur jeter au visage? Tu sais, les noirs, t'es noir donc t'es bête. Quand on est noir, on n'est pas intelligent. Quand on est noir, on est violent. Comment se fait-il que dans ce pays, des enfants blancs puissent répéter ce genre de propos?
on ne peut pas accuser ses enfants, on peut accuser la société. C'est un échec non seulement du ministère de la Culture, c'est un échec du ministère de l'Éducation nationale, c'est un échec de l'État. Et donc, comment les autorités de ce pays, la ministre de la Culture, dans son communiqué de presse, comment la LICRA, la LDH, le MRAP, peuvent-ils ne pas comprendre l'offense qui est faite aux Noirs de ce pays avec ce spectacle qui n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Comment peut-on nous faire des leçons de morale, des leçons de liberté d'expression, des leçons sur la liberté de création? Comme l'a dit Bams, mais nous sommes des créateurs, et au sein de notre collectif, il y a des metteurs en scène, il y a des artistes, il y a des comédiens, il y a des historiens, il y a des sociologues. Nous connaissons la réalité. Si nous dénonçons ce spectacle, si nous dénonçons cela, c'est parce qu'on ne peut pas permettre, dans un pays où le travail de mémoire n'a même pas commencé, dans un pays où la majorité de la population ne sait toujours pas, malgré la loi Taubira, ce qu'est ce crime contre l'humanité qui a été l'esclavage, comment peut-on donc accepter qu'on nous jette au visage Exhibit B pour nous rappeler, soi-disant, qu'on défend, qu'on condamne le racisme, qu'on veut notre bien, hein, que nous devons aller voir ce spectacle, que nous devrions aller le voir parce que ça montre l'horreur de l'esclavage. Nous ne sommes pas à cette étape-là. Si nous vivions dans le meilleur du monde, dans la meilleure des sociétés, je dirais oui. Je dirais à tout le monde, allez voir ce spectacle. Parce que tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde connaît le tragique de cette histoire, cette tragédie. Mais dans ce pays, 99% de la population ne connaît pas cette histoire. Dans l'esprit des 99% de la population, le nègre, c'est toujours le nègre colonial. C'est toujours le nègre sauvage. C'est ce qui permet à une adolescente d'insulter la garde des Sceaux, Madame Taubira, ministre de la Justice de ce pays, la traiter de guenon. La presse, les intellectuels de ce pays ne se sont même pas interrogés sur le mécanisme qui fait qu'une adolescente dans ce pays puisse insulter la garde des Sceaux et la traiter de guenon. Exhibit B, c'est la même chose. C'est la reproduction, c'est l'illustration de l'horreur coloniale, de l'horreur de l'esclavage, de tous ces préjugés qui sont nés à cette époque-là. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Et si, justement, cette souffrance-là, cette douleur-là, cette offense qui nous est faite, si les autorités en face, si la ministre de la Culture, la maire de Paris, le maire de Saint-Denis, le directeur du TGP, le directeur du 140 sont incapables de comprendre cela, alors, en tant que citoyens, nous devons prendre leur place, nous devons faire le travail à leur place, quel que soit le temps que cela nous prendra. Et c'est pour ça que je suis sorti de chez moi et que j'ai décidé de signer cette pétition, et que j'ai décidé de rentrer dans ce collectif, et que j'ai décidé de donner aussi ma parole et de participer à ce débat public. Merci. Donc là, excusez-moi, concrètement, qu'est-ce que vous annoncez que vous allez faire On n'a pas tout à fait terminé les prises de parole. On n'a pas terminé, vous le saurez. Voilà. La mobilisation, nous allons terminer là-dessus. Il y a plusieurs intervenants. Donc, nous sommes voilà, si vous voulez avoir la gentillesse de les écouter tous, je ne sais pas, moi, si tu veux, je parle. Voilà, je m'appelle Claude Ribes, je suis écrivain, cinéaste, philosophe. Mes arrière-arrière-grands-parents étaient dans une plantation de Guadeloupe esclaves. On cultivait le sucre, ils étaient enchaînés et ils ont résisté. J'en suis la preuve vivante. Il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1848. Ils ont fait, en tant que citoyens français, mes ancêtres, du côté paternel, des efforts pour s'intégrer dans ce pays. Je suis leur héritier, l'héritier à la fois de leur souffrance et puis aussi l'héritier de leur combat. Je combats de manière pacifique en tant qu'intellectuel. J'ai été le troisième afro-descendant entré à l'école normale supérieure. Bien longtemps après ça, c'était il y a 40 ans. Le troisième après, je crois, Lénis Blanche, après Aimé Césaire. Le troisième, c'était moi. Je ne suis pas beaucoup écouté dans ce pays. Quand on veut parler d'esclavage et de colonisation, il y a des gens à qui la presse tend volontiers le micro. Ce sont des gens comme Pascal Blanchard. Pascal Blanchard, qui est notre représentant depuis des années,
représentant subventionné de la négrologie. Il y a d'autres gens qui font partie de notre communauté, mais qui ne sont pas forcément qualifiés pour s'exprimer le mieux. Je pense notamment à Lilian Thuram, à qui on a tendu volontiers le micro. On m'a même demandé, Laurent Carpentier, qui était un journaliste du Monde, en toute objectivité, il était venu faire le reportage sur Exhibit B, puisqu'il avait fait l'éloge déjà du directeur du 104. Il avait fait l'éloge du directeur du théâtre Gérard Philippe dans les colonnes du Monde, donc il était tout à fait désigné pour venir en toute objectivité parler de ceux qui s'opposaient bien sûr au spectacle Exhibit B mis en scène et produit dans les deux théâtres dont il avait fait l'éloge des représentants. Et ce monsieur, donc me tendant le micro, m'a demandé ce que je pensais de la déclaration de Thuram. Voilà l'aboutissement du combat de mes ancêtres, mes arrière-grands-parents, donc qui ont résisté, etc. Tout ça pour en 2014, me demander ma réaction. C'était tout ce qui l'intéressait, hein, ma réaction par rapport à Thuram. Alors je voudrais dire, moi, que ce qui m'a touché dans ce combat que je soutiens, en compagnon de route, je ne suis pas dans le collectif, mais je suis tout près en dehors, ce qui m'a touché, c'est que, contrairement à ce que la presse a l'air de découvrir, parce que quand on lit les dépêches, quand on lit les articles, on a l'impression que là, il y a une colère noire, évidemment, ça. Une colère noire contre une exposition qui est, dont tout le monde dit du bien, les ministres de la Culture, les deux derniers ministres, les associations antiracistes subventionnées, Pascal Blanchard, Lilian Thuram. Donc on ne comprend pas très bien ces gens qui s'agitent, qui gesticulent, et qui sont surtout dans l'émotion, puisque l'émotion, on sait bien, l'émotion est nègre. Et la raison n'est pas nègre. Moi, je voudrais rappeler que ce combat s'inscrit dans une lignée historique forte. Je vais en donner un exemple tout de suite, c'est que le mot de négrophobie n'a pas surgi il y a 10 ans, ni il y a 15 ans. Il a été repris par des gens qui mènent un combat tout à fait estimable à travers la brigade anti-négrophobie, qui ne sont pas effectivement des cannibales, mais qui sont des gens qui s'inscrivent dans la tradition d'une lutte. Le mot de négrophobie date des années 30. Dans les années 30, c'est difficile un peu pour les gens qui découvrent tout cela et qui ne sont pas familiers de cette histoire-là, mais dans les années 30, il y a eu des luttes avec des gens très estimables aussi, qui portaient le même combat. C'était une lutte anticoloniale. Et c'est vers 1931, je crois, que le mot de négrophobie a été utilisé, inventé peut-être, ou repris, je ne sais pas, par un militant qui s'appelait Lamine Senghor. Il y avait différents organes à l'époque qui permettaient de faire entendre ces voix de gens qui étaient des coloniaux, hein, mais qu'on surveillait. Il y avait un service spécialisé au ministère des colonies, le CAI, qui était chargé de surveiller les gens comme nous, de faire des fiches et de dire si effectivement c'était des bons nègres ou des mauvais nègres. Bon, en général, c'était des mauvais nègres, et ces mauvais nègres ont inventé le terme de négrophobie. Je pense qu'il est important de le rappeler, parce qu'on a toujours le sentiment, et c'est une stratégie assez classique, et ça apparaît malheureusement, c'est souvent relayé dans la presse, que quand il y a un conflit comme celui-là, c'est quelque chose de nouveau, il n'y a rien eu avant, il n'y aura rien après. Et Exhibit B n'est qu'un épiphénomène. Un épiphénomène dans une lutte qui est longue. Alors, Franco parlait d'un microbe, c'est vrai, c'est un microbe, il est toxique, mais il est tout petit, monsieur Brett Bailey. Il n'est qu'un de ceux qui ont essayé de voler, d'une certaine manière, et d'une manière, en l'occurrence offensante, à des gens leur histoire, en la réécrivant à leur façon. Alors vous allez dire que je suis très excessif lorsque je parle, par exemple, de Pascal Blanchard, et que je dis que c'est un colon de notre mémoire. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Je suis réalisateur de documentaires. Je ne prétends pas faire le travail à la place des autres, mais dans ces documentaires, pour France Télévisions, je fais en général l'effort de mettre en valeur, non pas
de dénigrer, mais au contraire d'exalter, de mettre en valeur de grandes figures de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. J'ai beaucoup travaillé notamment sur le général Dumas, j'y ferai une allusion tout à l'heure, et sur le chevalier de Saint-Georges. Eh bien, Pascal Blanchard, il y a quelques mois, que je ne connaissais pas, Pascal Blanchard a reçu quelques centaines de milliers d'euros de subventions de différents ministères, donc je peux les citer. Il y a eu le ministère des Anciens Combattants, il y a eu le ministère des Outre-mer, il y a eu le ministère de la Culture, plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire un documentaire sur l'outre-mer dans les guerres mondiales. L'outre-mer dans les guerres mondiales. Alors il a travaillé avec le réalisateur Rachid Bouchareb, qui a fait Indigène, qui est quelqu'un de tout à fait estimable. Et au moment où il devait faire ses documentaires, j'ai été littéralement harcelé. Mais j'ai plein de mails de monsieur Blanchard qui voulait, alors qu'il y avait eu des centaines de milliers d'euros pour ce documentaire, s'approprier les images de mes documentaires. Les images de fiction, j'entends. Puisque, avec peu de moyens, j'avais réussi à faire un peu de fiction pour illustrer, parce qu'on n'a pas d'image par définition, puisque c'est une histoire occultée, donc ça coûte cher, on est obligé de faire de la fiction. Et j'avais fait quelques images de fiction sur le général Dumas, sur le chevalier de Saint-Georges. J'ai reçu au moins 15 mails. C'était évident pour Pascal Blanchard que j'allais mettre à sa disposition des images financées par ma maison de production pour illustrer son travail. C'était naturel, il le faisait spontanément, c'était normal. C'était tout à fait normal. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Ça fait des années que ça dure. Je vais vous donner un deuxième exemple. En 2011, j'étais en train d'écrire un livre que probablement vous n'avez pas lu, qui est consacré à quelqu'un que probablement vous ne connaissez pas, qui s'appelle Eugène Bullard. Eugène Bullard. Eugène Bullard, afro-américain, aviateur, qui, il y a 100 ans, rêvait de la France. Aujourd'hui, les jeunes Français afro-descendants, ils rêvent plutôt des États-Unis. Même si on essaye de leur faire croire que là-bas, ils seraient abattus comme des chiens, ce qui n'est pas tout à fait la vérité. Je sors d'une page d'écriture dans la rue, c'était il y a 3 ans, et je tombe sur un panneau qui faisait la promotion d'une exposition organisée par Pascal Blanchard, parce que Pascal Blanchard, son vrai métier, c'est d'organiser des expositions. Il fait de la communication. Il se dit historien, mais c'est un communicant. Organisé par Pascal Blanchard avec l'argent de Lilian Thuram, puisque Lilian Thuram, c'est encore autre chose. Comme il ne peut pas être reconnu d'une manière directe comme intellectuel, il donne son argent à des gens qui sont là pour le faire passer pour intelligent. Et je voyais une photographie, qui est une photographie historique, d'Africains, d'Afro-descendants, qui étaient dans un zoo, d'Africains probablement. C'était quelque chose d'extrêmement avilissant. C'était sur tous les murs de Paris. Donc je ne pouvais pas y échapper. J'emmenais mes enfants à l'école, j'avais ça. Et je me disais au fond, on n'y arrivera jamais. Je travaillais dans la solitude, dans la discrétion, pour promouvoir une figure oubliée de notre histoire, puisque les gens ont besoin de se construire, d'avoir des références. Et puis, il y avait d'autres gens avec des moyens 100 fois supérieurs aux miens, qui essayaient de les rabaisser, qui essayaient de les humilier, qui essayaient de montrer à tous les Parisiens, et peut-être à tous les... puisque ça se passait au musée non plus des arts premiers, parce qu'on ne peut plus dire les arts premiers, maintenant le musée les choses changent de nom, hein. C'est le palais, le musée du Quai Branly. On voulait montrer ça pour que nos enfants se construisent. Moi j'ai des enfants qui vont à l'école, j'ai un petit garçon qui a 4 ans, il a besoin de se construire. Il n'a pas besoin de voir des gens en cage. Il n'a pas besoin que sa classe l'emmène avec des billets gratuits, voir Exhibit B, et puis que ses petits camarades après lui disent « Alors, mais on ne savait pas, on est désolé, c'est ton grand-père qui était dans la cage. » Si c'est ça que l'État appelle l'antiracisme, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, et mon fils, il n'est pas d'accord. Mon fils, il a envie d'être un héros, comme tous les petits garçons, il a envie de se construire, il a envie d'être d'Artagnan. Et je ne dis pas cela par hasard, parce qu'il y a droit. Il y a droit pourquoi ?
il y a droit parce que l'homme qui a écrit Les Trois Mousquetaires, il était comme nous. Et s'il vivait aujourd'hui, il serait là. Il s'appelle Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, ça nous intéresse beaucoup plus que la cage. Ça nous intéresse beaucoup plus que l'État mette de l'argent pour rappeler à tous les Français qui était Alexandre Dumas, quel visage il avait réellement, plutôt que nous mettre dans la cage. C'est beaucoup plus utile pour mon fils, c'est beaucoup plus utile pour ses petits camarades de savoir la vérité que de montrer cette image-là pour nous rabaisser toujours à la case départ, pour paraphraser le titre du seul film qui a été consacré à l'esclavage et qui est un film, fantaisiste. Il faudrait qu'on rie de ce qui est le plus douloureux dans le meilleur des cas. Si on veut qu'on nous donne de l'argent, il faudrait qu'on en rigole. Mais on n'a pas envie d'en rigoler. Alors je pense que ce combat contre Exhibit B, il y a eu effectivement la demande d'annulation. Alors sur ce plan, le seul argument qui a été présenté, c'est que c'était contraire à la liberté d'expression. Moi, j'ai vu plutôt, enfin, mon expérience, c'est que la liberté d'expression, j'en ai pas beaucoup, à travers les médias mainstream et publics. J'ai vu aussi que les gens qui essayaient d'exprimer leur mécontentement, moi je dirais pas leur colère, mais leur désapprobation de ce spectacle, ils n'ont pas eu non plus beaucoup de liberté d'expression. Pour censurer un spectacle, il faut avoir le pouvoir de le censurer. Le pouvoir, il se reconnaît aux instruments du pouvoir. Les gens qui ont des matraques, qui ont des bonbonnes de gaz lacrymogène, qui peuvent le faire en toute impunité, qui peuvent frapper les gens, qui peuvent les arrêter, le pouvoir est de ce côté-là. Le pouvoir, il était du côté de ceux qui ont imposé ce spectacle, il n'était pas du côté de ceux qui le dénonçaient. Donc je pense qu'on a inversé un peu, comme d'habitude, le problème en faisant passer les victimes pour des bourreaux. C'est assez classique dans la tradition coloniale. Et puis sur le plan même de cette exposition, moi je remercie Brett Bailey parce qu'il m'a amené à réfléchir. C'est toujours bien, j'ai l'habitude, et je pense que mes ancêtres, ceux dont je parlais tout à l'heure, devaient faire exactement de même, dans les situations les plus tragiques, d'essayer de trouver le côté positif des choses. Brett Bailey, il m'a rendu vraiment service parce qu'il m'a permis de réfléchir, et là je suis revenu à mon métier de philosophe, à ce que c'est qu'une œuvre d'art. Vous savez que depuis Marcel Duchamp, on peut quand on s'autoproclame artiste, on peut faire de n'importe quoi une œuvre d'art. Par exemple, vous, madame, si j'étais artiste et si j'organisais des performances, j'aurais tout à fait le droit de décider que vous faites partie de l'œuvre d'art que j'ai décidé de construire. Seulement, il faut quand même une adhésion extérieure pour que l'œuvre d'art soit une œuvre d'art. Alors, il y a l'adhésion, bien sûr, de ceux qui sont dans la cage et qui sont volontaires, mais les gens qui étaient dans les zoos humains de 1904, Ota Benga par exemple, qui était aux zoos de Brooklyn en 1904, ils étaient volontaires aussi, ils étaient même un petit peu payés, et ils trouvaient ça bien, et peut-être qu'ils pensaient aussi, peut-être qu'Ota Benga dans le zoo de Brooklyn en 1904, ils pensaient que ça faisait connaître l'Afrique et que c'était positif pour l'Afrique. Ils avaient une vision sûrement comme cela. Mais, mis à part les gens qui sont dans la cage, qui sont d'accord, il faut qu'il y ait le regard de tout le monde qui se pose sur l'œuvre d'art et qui la reconnaisse comme une œuvre d'art. Et moi, je me suis aperçu que ceux qui posent leur regard sur ces gens qui sont dans les cages et qui disent c'est une œuvre d'art, c'est beau, c'est violent, etc., ils ont tous quelque chose en commun, c'est que ce sont des eurodescendants. Je dirais même pas des blancs, des eurodescendants. Et que tous ceux qui, mis à part ceux, évidemment, qui sont payés pour dire ça, qui ne sont pas eurodescendants et qui vont voir le spectacle, ceux qui ont eu le courage d'aller le voir, ils sortent écœurés. Et ceux qui, à mon avis, la majorité, qui ne veulent pas le voir, qui ne peuvent pas d'ailleurs payer 22 € pour faire cela, ils disent on refuse de regarder, ça n'est pas regardable pour nous. Et ça m'a fait réfléchir sur ce qu'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est universel. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'art une œuvre, même une œuvre choquante, qui ne soit pas universelle. Ça n'existe pas.
Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Une œuvre d'art se définit par son universalité. Ça veut dire que tout le monde doit reconnaître l'œuvre d'art comme telle. Et là, ça n'est pas le cas. Donc il y a juste une partie de la population qui peut dire que c'est une œuvre d'art, et cette population qui dit que c'est une œuvre d'art, qui peut-être la trouve à son goût, n'a pas le droit d'imposer ce spectacle, surtout en disant c'est odieux, que c'est antiraciste, à une partie de la population qui ne veut pas le regarder. Donc merci Brett Bailey pour cela. Et puis pour le reste, bon, je vais laisser la parole aux autres, puisque je parle un peu longtemps. Pour le reste, je voudrais dire que si cette résistance à Exhibit B s'inscrit dans la continuité de luttes qui sont plus anciennes, il y aura aussi un après. Il y aura un après. Je vois des journalistes qui étaient très pressés et qui n'ont pas eu le temps de regarder parce que bon, il n'y avait pas d'actu, il n'y avait rien de nouveau. Si, il y aura de l'actu, il y aura une suite. Il y aura une suite. Il y a aujourd'hui un moment historique très intense que nous sommes en train de vivre. Peut-être les grands moments historiques, ça se fait souvent en petit comité avec des gens qui ne comprennent pas tout de suite. C'est que des hommes, des femmes se sont levés pour tourner une page, pour dire on ne parlera plus à notre place. L'antiracisme, alors on dit il y a deux antiracismes. Bon, il y a l'antiracisme des Blancs, l'antiracisme des Noirs, il y a l'antiracisme de ceux qui ont un peu mauvaise conscience et qui ont de leur côté les matraques, et puis l'antiracisme de ceux qui se sentent visés. Je crois que c'est exceptionnel ce qui s'est passé. C'est vraiment, comme le disait Franco, une très grande victoire, dans la mesure où les choses vont continuer, mais plus de la même manière. À la présence de quelques journalistes ici qui ont, eux, pris la peine d'écouter, de rester, d'essayer de comprendre les articles de presse que j'ai pu lire ce matin, qui sont très différents de ce qu'on lisait il y a une semaine, montrent qu'il y a une vraie réflexion, qu'au fond on s'intéresse. Il y a beaucoup de gens de bonne foi qui écoutaient les uns et les autres parler à notre place, et qui maintenant se disent finalement, oui, tout ça c'est quand même très clivant, ce spectacle. C'est le moins que l'on puisse dire. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Moi, je mène des luttes qui sont différentes de l'opposition à Exhibit B depuis longtemps. Et j'essaye toujours de voir le côté de ce qu'on pourrait faire de positif. Je crois qu'il faut qu'il y ait, avec l'argent de l'État qui a été gaspillé pour Exhibit B, qu'il y ait des choses positives qui soient mises en place pour que d'autres artistes, ce n'est pas une question de couleur, mais c'est une question d'intention, plus sensibles à la réalité du racisme, puissent aussi montrer des choses qui seront universelles cette fois. Et tant mieux s'il y a des afrodescendants et des Africains parmi ces artistes, tant mieux aussi s'il y a des Blancs. Ça, c'est pas grave. Django, ça a été fait par un Blanc et c'est quelque chose qui nous a tous bouleversés. Il faut penser à ça, penser à l'après. Moi, vous le savez, tous les 10 mai, j'organise, place du Général Catroux, la commémoration quasi officielle de l'abolition de l'esclavage. Je le fais aussi contre le Front National à Villers-Cotterêts, à travers l'association des Amis du Général Dumas que je préside. Et je voudrais dire à tous mes amis ici qui ont été violentés systématiquement le 10 mai, il y a des vidéos qui circulent sur le net qui sont qui montrent des images inacceptables. Ça dure pas depuis Exhibit B. C'était déjà en 2006-2007 des gens qui sont invités et parce qu'ils ont un t-shirt où il y a écrit brigade anti-négrophobie, ce qui est quand même pas un appel à la subversion de l'ordre républicain, qui se font taper dessus. Je trouve ça inacceptable. Je voudrais dire là bien solennellement que le 10 mai prochain, place du Général Catroux à 18h, et peut-être avant, puisqu'on commémorera aussi la première abolition le 4 février, tous ces amis que j'ai rencontrés dans cette lutte sont les bienvenus. Et peut-être à ce moment-là, ils pourront, puisque c'est une manifestation quasi officielle, demander à Madame Hidalgo, qui est tellement choquée quand on piétine la mémoire d'une communauté, pourquoi elle nous a imposé la police et elle nous a imposé ce spectacle. Merci Claude. Je vais prendre la parole directement après Claude, puisque Claude a parlé à l'instant de Madame Hidalgo et de bien d'autres responsables de nos lieux culturels et les élus. Je pense que quand cette pétition a été lancée, c'était une demande de dialogue.
et la plateforme change.org, c'est une plateforme qui est plébiscitée par Madame Hidalgo pour mettre en place donc ce qu'ils appellent la démocratie participative, la démocratie interactive. Faire en sorte que les citoyens qui sont loin des élus puissent être très vite en contact et alarmer le plus grand nombre à une question importante qui se pose. Et ce que nous avons reçu, toute la violence qui a été reçue, c'est à partir du moment où cet appel a été lancé que l'espace de la discussion, du dialogue, n'ait pas été ouvert. Donc la violence a commencé là. C'est-à-dire que quand on regarde dans la chronologie du 7 octobre, l'appel, et qu'on regarde ce que la presse a relayé, on se rend bien compte que très vite, les pouvoirs publics se sont campés sur une position. Ils se sont campés sur une position et ils n'ont jamais quitté cette position-là. Hein. Donc le 20 octobre, par exemple, l'Express faisait déjà un titre sur les eaux humains qui fait scandale à Londres arrivent à Paris. D'accord ? Et le 27 octobre, à 20h, dans Minutes, il y avait donc ce point de vue qui était relayé. Et le 104 et le théâtre Gérard Philippe n'ont rien, c'est écrit, n'ont rien contre cette expression. Donc, 27 octobre. Il y a eu, entre le 7 et le 27, déjà presque un mois. Ils ne sont jamais venus vers nous. Excuse-moi, Paulin. Oui. Juste avant que Madame de la FP parte, Oui. Si on peut laisser la parole à notre avocat. D'accord. Pour qu'elle reparte au moins avec l'information. Oui, je vais aller vite. Juste, ce que je veux dire, c'est que la plus grande des violences se trouve là, au moment où on demande le dialogue, et que ce dialogue-là ne se met pas en place. Il y a un enchaînement comme ça de choses qui nous emmène jusque dans la rue. Voilà, je continuerai après. Je suis désolé, c'est un peu de ma faute, j'étais un peu long. Non, mais il n'y a pas de souci. On laisse la parole à Maître Osni. Mahati, donc Osni c'est mon prénom, Mahati c'est mon nom de famille. Mathis, pardon. Mais quand on m'appelle Maître Osni, je sais que ça vient de personnes proches, parce qu'il y a des avocats qui ont besoin de se faire un nom, moi j'ai déjà un prénom. Donc j'ai un nom et un prénom, c'est Osni Mahati. Alors, plus sérieusement, ma présence aujourd'hui à cette conférence de presse est justifiée par le fait que j'ai été chargé par le collectif contre Exhibit B d'introduire un référé liberté, chose que j'ai faite très tôt ce matin, donc j'ai pas beaucoup dormi, parce que j'ai donc saisi le tribunal administratif de Paris pour solliciter de ce tribunal la suspension de la programmation de cet événement, que je ne qualifierais que d'événement, Exhibit B, qui, comme vous avez pu le constater, est loin de faire l'unanimité, est un événement clivant qui se pare d'intentions louables, mais qui heurte ceux qu'il a décidé finalement de venir aider, de porter ainsi à travers cette exposition, ces 12 tableaux qui remontent certaines périodes, et de l'esclavage et du colonialisme jusqu'au rapport contemporain à la question de la négritude. Eh bien, en réalité, nous considérons de ce côté-ci de la table que cette œuvre n'est pas une œuvre qui restera dans l'histoire de l'humanité, n'est pas Johnny Clegg qui veut. Et nous considérons en réalité que si aujourd'hui il y a une telle réaction, c'est qu'effectivement, cette exposition s'inscrit dans un contexte où, effectivement, depuis longtemps, la parole sur ces questions-là est complètement biaisée. Notre ami Claude Ribes expliquait il y a quelques instants et rappelait ce qui était arrivé à Franco et à d'autres lors des commémorations de l'abolition de l'esclavage, que ce soit sous Sarkozy ou sous François Hollande, cela n'a strictement rien changé, puisque cette journée-là, qui est
donc mis en place depuis la loi Taubira, devrait donc aboutir à une forme de travail sur la cohésion nationale entre les différentes composantes de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Et pourtant, cela ne choque personne de constater que des membres d'une association et d'un élu, puisqu'un élu avait été aussi poursuivi, un élu de la République, qui lui ne portait même pas le t-shirt Brigade anti-négrophobie, était finalement déféré devant le parquet et poursuivi dans le cadre de procédures pénales. Ça ne choque personne. Pourtant, si demain Barack Obama se voyait refuser l'entrée du jardin du Luxembourg parce qu'il n'aurait pas eu la bonne idée de laisser sur son visage ce si beau sourire qui le caractérise et sa cravate, eh bien tout le monde serait choqué de dire comment ça, le président des États-Unis n'a pas pu entrer. Eh bien, c'est la même chose en réalité, dès lors que quelqu'un est un élu de la République, ou qu'il ne le soit pas d'ailleurs, puisque Franco était présent avec d'autres, il a le droit à tous les égards que cette journée est censée finalement rappeler. C'est une histoire de dignité dont il s'agit, et c'est sur cette base-là, puisque la jurisprudence du Conseil d'État nous le permet désormais, que j'ai fondé ma demande de suspension de cet événement, parce que nous considérons que, pas pour reprendre la jurisprudence Dieudonné, puisqu'on va nous dire vous faites comme Dieudonné finalement, c'est une jurisprudence récente, effectivement, du 9, 10 et 14 janvier 2014, mais nous considérons qu'en réalité, si le Conseil d'État a pu considérer que le lancer de nains était quelque chose qui était de nature à porter atteinte à la dignité, que penser de l'œuvre de Brett Bailey? Il faut qu'on soit clair, nous ne sommes pas dans une logique de lobbying, parce qu'on sait très bien que sur ces questions-là, la question va se poser. Je ne pense pas que le lobby des nains de France ait une telle influence que le Conseil d'État ait pu considérer que lorsque on prend un nain et qu'on le jette dans le cadre d'une soirée en discothèque, ce soit quelque part quelque chose de tout à fait louable et normal. Non. Aujourd'hui, vous avez une communauté noire en France qui essaye de s'organiser, qui apprend à se connaître et à se reconnaître, et qui, et je suis fier de pouvoir assister à cela, passe un nouveau cap dans le cadre des luttes qu'elle mène, parce qu'il faut qu'on soit extrêmement clair, et l'histoire de ce pays auquel nous sommes malgré tout attachés le démontre. Les révolutions, les évolutions ne se font pas dans les salles de spectacle, mais elles se font dans la rue. Et aujourd'hui, les personnes toutes ces personnes qui sont dans la rue et qui manifestent entendent simplement être respectées en tant qu'êtres humains dans toute leur dignité. Et cette dignité aujourd'hui est parfaitement bafouée par des personnes qui sont très certainement sincères, pensent certainement faire bien, mais font mal. Il faut qu'on soit extrêmement clair là-dessus. Cette œuvre fait mal, et c'est en cela que les personnes réagissent. Alors je ne vais pas sombrer dans l'émotionnel, je ne veux pas répondre à ce fameux cliché, proverbe qui ferait de moi, qui suis carteron, et maghrébin, et j'assume toute mon histoire, quelqu'un qui va forcément verser dans l'émotionnel, mais je tiens simplement à dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsque j'entends, et j'ai des enfants qui, eux, pour le coup, sont clairement noirs, et que lorsque j'entends effectivement la difficulté qu'ils ont à se représenter, lorsque j'entends qu'on parle des enfants, que je me rappelle mon fils de 3 ans me dire « Papa, je n'aime pas ma couleur de peau, j'aimerais être comme toi », eh bien oui, je comprends qu'il y ait des gens dans la rue, et je comprends que quand bien même on cherche à bien faire, on peut faire mal. Et c'est ça qui fait aujourd'hui débat, c'est que clairement aujourd'hui nous avons ce que je considère comme étant une atteinte manifeste à la dignité de l'être humain. Et aujourd'hui je considère que le Conseil d'État a une jurisprudence qui est certes récente, mais qui nous permet de penser parce que nous sommes dans un cas où il y a atteinte à une dignité qui est en tant que telle un trouble à l'ordre public, eh bien oui, nous devrons aboutir, nous l'espérons, à la suspension de cet événement. Je terminerai par faire un petit peu de politique, mais pas trop, puisque la ministre de la Culture vient soutenir finalement cette démarche. Je tiens simplement à dire que je travaillais mes cours de français avec mon fils de 5e, et pour illustrer l'anaphore, je lui ai rappelé l'anaphore de « Moi président ». Et parmi ces 3 minutes 30 de « Moi président », il y a « Moi président, je ne cliverai pas le pays les uns contre les autres », c'est manifestement raté. Moi, je voudrais bien savoir qui l'a vu, le spectacle, en fait.
Moi, j'ai vu le spectacle. Et de même, d'une manière... C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui se sont passées. Non, mais attendez, allez-y, allez-y. Non, c'était juste pour ça, il y a une personne qui l'a vu parmi. Moi, j'ai vu le spectacle. Je suis allé voir le spectacle en mon nom personnel. Je suis allé, j'ai dit, il est important, je suis acteur, metteur en scène, et il était important que dans le collectif, il y ait un point de vue qui puisse aller à l'intérieur, parce que les autres étaient tellement choqués qu'ils n'en avaient pas l'envie. Donc, quand j'ai vu ce spectacle, pour moi, c'était tout simplement un voyage en apartheid. On parlait de clivage tout à l'heure. Voilà ce qui est sorti de ce spectacle. Et donc, nous, on est à propos de construire, d'inclure et pas de cliver. Et j'ajouterais, n'ayant pas vu le spectacle, parce que ça nous est adressé, ce genre de questions, à ceux qui n'ont pas vu le spectacle, j'ajouterais que le dernier zoo humain, c'est 1958 en Belgique, et qu'il y a une célèbre photo d'une petite fille qui, si elle avait 7 ans à l'époque, on aurait 63 aujourd'hui, ce qui est l'âge de ma maman. Et figurez-vous que quand je vois les images qu'on voit sur Internet, dans les dossiers de presse, il y a un lien de la BBC sur lequel on peut voir le spectacle, des extraits que j'ai vus, mais rien que ces images me font tomber dans les pommes et défaillir de souffrance. Voilà, donc il faut aussi entendre qu'il y a de la vraie violence à reproduire, l'humiliation, et quand on est afro-descendant, comment se projeter, encore une fois, quand on nous envoie des images de nos parents, arrière-grands-parents, soumis et sous-hommes. Je me permets juste de faire remarquer que le dernier zoo humain, c'était pas en 58. Malheureusement, il y a eu, enfin, oui et non, il y a eu une tentative en 1998 dans la banlieue de Nantes de reconstituer un zoo humain pour faire la promotion du biscuit Bamboula qui était fabriqué par les biscuits Saint-Michel en France. Et comme, 1998. Et comme les programmateurs ou les financeurs... Et là, ça a été interdit. Les financeurs d'œuvres d'art, quand on finance, parce que Brett Bella a eu besoin de fonds, il l'a vendu sur papier. Et donc il a vendu un concept. Et ces gens-là ont pris le risque sur un concept. Sur une intention. Voilà, sans voir le spectacle. Moi, je voudrais répondre à la question, avez-vous vu le spectacle? Donc oui, je l'ai vu, d'une manière très particulière. Et il faut que les journalistes savent, parce qu'il me semble que c'est un point important, qu'il y a eu une arnaque faite volontairement de la partie adverse. Parce que moi, je faisais partie de ceux qui a dit dès le départ, je veux voir le spectacle, justement parce que je savais qu'on allait nous opposer l'argument du style, ils sont en train de se révolter alors qu'ils n'ont pas vu le spectacle, et c'est exactement ce qui s'est passé. Un argument de mauvaise foi qui consiste à dire qu'on est juste des noirs en colère, comme ils ont appelé ça une colère noire, et qu'en fait, on parle de ce qu'on ne sait pas et que c'est une espèce de colère bestiale. Donc j'ai vu le spectacle d'une manière particulière. Mais avant ça, il y a eu une très grosse arnaque. C'est qu'il y avait une première qui devait jouer le jeudi. On ne m'a pas envoyé d'invitation, la générale. Et j'ai même, pour moi, c'était annoncé annulé. Et on m'a donné des invitations à 21h30, le jour de la manifestation, et à 22h. Donc en plein... j'ai pas eu le droit à la générale comme les autres. Et on ne m'a pas informé que ça avait toujours cours. Mais par contre, l'adjoint au maire du 19e m'a proposé des invitations. Et moi, je croyais que c'était les seuls qui existaient, que c'était pendant le spectacle et qu'il n'y avait pas de général. Donc ça, il y a eu vraiment une volonté de manipuler. Et comment j'ai vu le spectacle? C'est au moment où le spectacle a été annulé, on m'a demandé de vérifier qu'il n'y avait personne. Donc j'ai été vérifié et on m'a fait donc une visite guidée du zoo humain. Sauf qu'il n'y avait pas il n'y avait pas les performeurs. Les performeurs, oui, voilà. Sauf que quelqu'un, un noir, qui a pris leur place, qui était associé avec les gens, pour que je réalise que ça pouvait représenter. Et la première chose qui m'a été dite quand je suis rentré, il y avait une cage, et ils ont dit, vous voyez, les gens, quand ils voient le premier personnage, quand ils rentrent, et donc il a fallu me l'expliquer, parce que moi, quand je rentre, je vois une cage, ça y est, elle m'a expliqué, il y a une cage, donc c'est le spectateur qui est en cage, et l'autre, c'est l'humain. Voilà. Et moi, je me dis, mais un petit, il y a gratuit au moins de 15 ans, le petit, si tu ne lui expliques pas qu'il est dans une cage, mais comment il va comprendre la subtilité de ce détail à la mort moelleux, très concrètement. Donc, voilà, et ils ont continué comme ça, et leur genre d'argument, et c'est bien là où on dit qu'on n'est pas dans une
comment dire, déconstruction des mécanismes qui créent le racisme, c'est qu'à un moment, il y a des Noirs à la tête tranchée, ce qui est totalement avilissant et tout ce qui s'ensuit, et ils sont posés sur une table comme ça. Donc j'ai vu tous les tableaux, sauf qu'il n'y avait pas les figurines. Ils sont posés sur une table et ils m'ont bien expliqué. Et ils m'ont dit, oui, ils chantent, et quand ils chantent, ça les humanise, des têtes tranchées, dépourvues de leur corps, donc quand ils chantent, ça les humanise. C'est-à-dire, ils osent et moi, je fais comme si, parce que je leur dis pas que tout ce qu'ils disent, c'est à charge. Et ils me disent, même il y a une lettre que quelqu'un qui a vu le spectacle, parce que je présume, parce qu'avant que je descende, ils ont mis du temps, donc j'ai de fortes présomptions qu'ils ont viré les lettres. Bon, bref, il y avait une bonne lettre, et la lettre disait... Quand j'ai vu les têtes tranchées en train de chanter, c'était tellement émouvant que j'en ai pleuré, nanani, nanana. Mais est-ce que l'émotion permet de comprendre les mécanismes du racisme? On ne demande pas la pitié, la charité, même pas la compassion, même pas que les gens adhèrent à notre cause ou quoi. C'est est-ce qu'ils comprennent ce qui les anime de manière consciente ou inconsciente? L'émotion, jusqu'à présent, c'est-à-dire que si les Noirs qui avaient la tête tranchée étaient laids, l'œil crevé, est-ce que le chant aurait représenté la même émotion? Même si la personne était laide, etc., etc. La cruauté de l'acte doit être expliquée, les mécanismes, les coupables, etc. Pour terminer, et ça, je crois que c'est pleinement à charge, donc le directeur, c'est avec le directeur que j'ai fait la visite, c'est pas avec quelqu'un de lambda, etc., qui donc tentait de m'influencer, etc. La dernière phrase qui m'a été dite par son assistant, quand j'ai dit, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas, entre autres choses, on ne voit pas, les tableaux ne dressent pas le portrait des criminels. Et il m'a dit, mais tout un chacun, en gros, peut les imaginer. C'est vous et moi les criminels. C'est-à-dire le spectacle, vous et moi, il a dit. Vous et moi. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est-à-dire qu'il a dit, le spectateur, donc on est tous responsables de ça. Et c'est là la fracture. C'est-à-dire que cette volonté de noyer le poisson dans la mare de l'arnaque. Et là, il a dit, c'est vous et moi les criminels, et il a dit, on peut imaginer. Mais pourquoi n'a-t-il pas pensé à imaginer les victimes? Pourquoi on a à imaginer que les criminels? Pourquoi les victimes sont dénudées, leur chair est apparente, etc., etc. Donc oui, j'ai visité l'œuvre et j'ai eu toute la manipulation qui se cachait derrière, puisque c'est eux-mêmes qui ont essayé de me faire comprendre que c'était bien pour moi, une fois encore. Et je me suis tué tout le long. Moi, j'ai une autre réponse à cette question. En philosophie, ce type de question, ça renvoie à un sophisme. On apprend ça en terminale quand on a 17 ans. C'est comme si on demandait à une femme, comme si un homme demandait à une femme, « Madame, vous critiquez le viol, avez-vous été violée ?» Si vous n'avez pas été violée, vous n'avez pas le droit d'en parler. C'est un sophisme. Je vous ai une question tout à l'heure, vous disiez « Ceux qui devaient nous défendre nous ont trahis ». Vous parlez des associations, des autres associations comme la LDH, ou des choses comme ça. La ministre de la Culture, la maire de Paris. Et toutes les associations ne sont pas sur la même longueur d'onde, enfin les associations ne sont pas sur la même longueur d'onde forcément que... C'est vrai, mais... Il y a eu aussi cette pétition qui a été signée au nom de la création artistique pour dire... Brett Bellay est un épiphénomène, c'est-à-dire les associations antiracistes de façade, qu'on en juge de façade, nous trahissent au-delà de Brett Bellay. C'est-à-dire Brett Bellay est le moment de le dire. Donc que certaines aient pu avoir des avis contraires, c'est entendable. Mais on parle vraiment d'une généralité. Brett Bellay n'est pas le réveil de notre révolte ou de notre révolution, je ne saurais comment le dire. Mais c'est un révélateur. Et puis cette façon aussi de parler de liberté de la création artistique, je pense que dans cette affaire-là, pour répondre à votre question, il fallait dire on est pour ou contre l'exposition, sans forcément aller jusqu'à demander l'annulation. On est pour, on est contre, on aime ou on n'aime pas. C'est oui ou non. Il y a des moments où il faut dire oui, ou il faut dire non. Il faut être dans un camp ou il faut être dans l'autre. Et cette manière de dire oui, on est contre, c'est choquant, mais, ça équivaut à dire on est pour. Oui, simplement, est-ce que vous pourriez rappeler combien de signataires pour la pétition? Il y a eu une pétition, il y a eu des manifs. Est-ce que vous pourriez reprendre aussi tout ce qui a été fait finalement? C'est ce que vous aviez commencé à faire tout à l'heure, monsieur, du coup. 5 manifs, 20 000 signataires. Un peu plus de 20 000. Plus de 20 500 ou... 5 manifs et puis annulation la première journée aussi, le jeudi 27. Vous dites qu'il n'y a pas eu de débat, que vous n'avez pas été entendu. Il devait y avoir un débat le soir de la première. Oui, ça a été remplacé le vendredi 28. Un débat était prévu le vendredi 28 novembre au TGP. Alors, avant de vous dire quand même qu'il y a eu un débat le 28, avant, quand on a fait la pétition, donc c'était une demande de dialogue.
cette demande de dialogue ne venant pas... Elle a été entendue puisque ce débat devait avoir lieu. Ah non, ça a été discuté Ce débat, plus tard. je vous dis bien, ce débat devait avoir lieu, mais ce débat n'a pas eu lieu. Ce débat n'a pas eu lieu. Annulé parce qu'il y avait trouble à l'ordre public. Il n'y avait pas de trouble à l'ordre public pour le spectacle, mais il y avait pour le débat. Et avant le débat, le 5 novembre, il devait avoir une rencontre, parce que les directeurs de théâtre, voyant que ça bougeait et qu'il y avait de plus en plus de signataires, tout d'un coup se sont réveillés. C'est-à-dire qu'ils sont sortis un petit peu de leur position méprisante au départ, qui consistait à dire « Oh, ces gens-là, de toute façon, leurs paroles, ça ne compte pas. » Et puis, d'ailleurs, qui c'est dans ce collectif ? Voilà. Et donc, le 5, ils ont essayé d'organiser une rencontre entre Brett Bellay et les associations de Saint-Denis, pas les signataires de la pétition et les associations de la Seine-Saint-Denis. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire de la pédagogie, expliquer aux administrés ce qu'est cette œuvre d'art. Et donc, nous, ayant eu cette information, il y a quelques personnes qui sont allées voir et questionner un petit peu. Et là, l'artiste s'est senti un petit peu bousculé. Et il s'est mis dans ses... il s'est un peu planqué. Et puis surtout, il a dit, si ça continue comme ça, lui, il arrête tout. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit. Parce qu'il ne voulait pas affronter toutes les questions que soulève cet exhibit. Et puis lui-même, dans ses interviews, dit, ce que j'aimerais, c'est que cette œuvre fasse que les voix s'élèvent. Et au moment où les voix s'élèvent, ben ma foi... On va chercher la police. Voilà, on les voit pas. Donc les pouvoirs publics, les directeurs de théâtre, tout le monde est très très emmerdé là-dedans. Il se dit, comment est-ce qu'on va faire avec ce problème noir? Voilà, je le formule comme ça, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, on a eu une petite rencontre, je crois le 23 octobre, novembre ou octobre? Novembre. Vous voyez, donc 3-4 jours à peu près avant la première, au 104. Et ça faisait combien de temps qu'on demandait le dialogue? Et au bout de 2 heures de rencontres, de discussions, ils finissent par comprendre que, ah ouais, quand même, ces performeurs qui sont là, ah oui, en effet, ils ressemblent à ce que disait donc le premier article du Code noir, le noir est un bien meuble. Mais il a fallu 2 heures pour qu'ils fassent la relation à cela. Et qu'ils nous disent après, ah oui, c'est très bien, on a appris quelque chose. Si je peux me permettre par rapport au débat, il y a eu encore une arnaque, excusez-moi de révéler les arnaques, parce que suite à cette réunion-là dont Paulin vient de parler, c'est eux-mêmes le 104, ou en tout cas l'adjoint au maire, qui a dit, bon, il faudra 2 représentants au débat. Il m'a nommé comme représentant des militants, il a nommé Dieudonné comme représentant des historiens. Le temps faisant, les médias avançant dans leur travail et présentant la chose sous des jours différents, mais nous présentant quand même comme des gens violents, etc. Alors que pourtant on a discuté avec eux, ils sont sortis vivants. Bien que, ils nous ont offert à boire. Ouais, ils nous ont offert à boire et tout. Et le temps faisant, ils ont appelé il y a 4 jours à peu près pour dire on ne veut pas Franco dans le débat, Franco c'est moi, parce qu'il est trop extrémiste et radical. Et en fait, entendez par là qu'à mon avis, c'est comme ça qu'on manipule la démocratie. C'est-à-dire, je pense que, c'est-à-dire, craignant les arguments, ils auraient espéré sans doute que justement on soit que ce qu'ils affirment qu'on est. Mais craignant les arguments qu'on est capable de les opposer, ils veulent éviter le débat et créent un faux précédent, soi-disant démocratique, genre on ne discute pas avec les extrémistes, etc. Donc, ils ont décidé de croire, alors qu'ils ont déjà parlé avec moi, et que c'est même moi qui ai appris au directeur le truc du code noir, c'est-à-dire lui ai fait prendre conscience de certaines choses qu'il ignorait. C'est très bien qu'on peut discuter, mais ils ont créé les conditions de ma radicalité et ils font semblant d'y croire pour faire croire qu'au nom de la démocratie, ils ne discuteront pas avec un terroriste, etc., etc. Et voilà comment on manipule la démocratie chaque jour, etc. Non, mais je voudrais préciser qu'il y a un journaliste qui doit partir, qui veut poser une question qu'il n'a pas posée. Attendez, excusez-moi. Qui est là-bas? En cas de rejet du décret liberté, quelle poursuite est-ce que vous envisagez? C'est-à-dire que là, la question est importante dans le sens où, justement, ça nous permet de dire la mobilisation sur le terrain, c'était hier. Là, on envisage cette forme de mobilisation, c'est-à-dire d'un point de vue juridique, là, comme ça a été annoncé,
pour voir ce que l'État en dira. Dans les deux cas, le débat sera intéressant. Parce qu'il rejette ou qu'il ne rejette pas, ce sera intéressant parce qu'on ne sollicite pas l'État, parce qu'on croit qu'il ne nous discrimine pas. On sollicite l'État, en tout cas après, Maître Mathie me corrigera, mais nous, d'un point de vue politique, c'est dans le sens où, comment dire, c'est une autre manière d'imposer le débat dans la société civile, etc. Et la position de l'État et ses arguments seront très intéressants pour la suite, et c'est à partir de ça qu'on pourra voir quelle forme donner au débat, en sachant qu'on ne le répétera jamais assez, Exhibit B et Brett Bailey notamment ne sont qu'un prétexte. Qu'un microbe. Ça veut dire que d'ores et déjà, ce qu'il faut retenir, c'est le divorce avec les associations antiracistes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Qui ont une démarche néocoloniale, mais qui prétendent agir pour notre bien. C'est cette rupture-là et le fait qu'on officialise, c'est-à-dire on rend public le fait qu'on va s'organiser autrement à partir de la rue, à partir des racisés, et qu'on peut travailler même avec des gens qui ne sont pas racisés à partir du moment où ils font avec nous et non pas sans nous, sinon on considérera qu'ils feront contre nous. Pour résumer, la question elle est très simple. C'est extrêmement simple de comprendre cette affaire. Et l'idée m'en est venue en t'écoutant. On fait une exposition comme s'il y avait un problème noir. Comme si c'était les Noirs le problème. Les Noirs, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le racisme. Donc si on fait une exposition pour dénoncer le racisme, on montre le racisme. On ne montre pas les Noirs, on montre le racisme. C'est aussi simple que ça. Et puis, alors, une chose, pour répondre juste très rapidement sur l'aspect judiciaire, moi j'ai été mandaté par le collectif pour utiliser toutes les voies de recours possibles. Ce qui veut dire que si nous n'obtenons pas gain de cause, dans le cadre de cette instance que nous attendons devant le tribunal administratif de Paris, nous saisirons le Conseil d'État. Voilà, donc je réponds très concrètement de ce point de vue-là, et je m'arrêterai là. Oui, et donc la décision sur la suite de la mobilisation, là nous passons de la mobilisation qui a eu lieu ces derniers jours devant le TGP et devant le 104, nous passons à la phase donc, administrative, juridique, et ensuite en fonction des réponses, puisque les délais, je pense, 48 heures, 48 heures. Voilà. Nous attendons tranquillement les 48 heures, et puis sinon nous annonçons d'autres formes de mobilisation. Quand vous dites, quand vous parlez de ce qui sépare des associations antiracistes, mais mieux, vous dites que ce sera plus en nous. Nous, c'est qui en fait? Nous, c'est les racisés. C'est-à-dire les racisés d'une manière générale. Non, les racisés d'une manière générale. On est, comme Brett Bailey est un révélateur, on est un révélateur. Donc les Noirs sont racisés, peut-être même en France avec une histoire extrêmement cruelle qui commence avec l'esclavage, qui est, même pour être plus précis, l'esclavage occidentalo-chrétien. Donc là où la France, à travers le Code noir, a conditionné les Noirs à être des biens meubles. Donc voilà, ça commence brutalement. Mais d'autres personnes, d'autres communautés ont été racisées à travers la colonisation, ont été ciblées par le marqueur du racisme à travers la colonisation et d'autres phénomènes. Les Arabes, c'est pas inconnu, les Asiatiques, etc. Et nous, quand on parle d'organiser un antiracisme à partir du racisé, c'est travailler avec tous les communautés, les peuples racisés eux-mêmes, et travailler avec ceux qui font partie de la majorité invisible, mais qui sont prêts à travailler avec nous, mais pas sans nous. Voilà. Franco, étant extérieur au collectif, moi je pourrais dire quelque chose de plus valorisant encore pour le collectif. Quand il y a un conflit comme ça, où les gens qui représentent normalement l'antiracisme ne font plus leur travail, mais au contraire qui retournent les fusils contre les gens qui sont racisés, eh bien ceux qui se dressent, même si ça ne résulte pas ceux qui se dressent pour avoir l'attitude juste, à ce moment-là, peut-être que c'est temporaire, représentent tous les autres. Et à mon avis, moi je ne suis pas dans le collectif, aujourd'hui, le collectif contre Exhibit B, aujourd'hui, ici et maintenant, représente, non pas quelques personnes, mais 4 millions d'afro-descendants en France. C'est clair. 4 millions. Ça faudrait leur demander. Mais ils se reconnaissent encore moins dans les associations antiracistes. Il n'y a pas de
Parce que c'est pas parce que les médias... Moi, je reçois des messages de partout et c'est qu'un début. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver du côté de la Martinique, du côté de la Guadeloupe. Regardez bien ce qui va se passer. Soyez attentifs à ça. Beaucoup de gens. Excusez-moi, si je peux me permettre, c'est très intéressant la question que vous posez, c'est pas une attaque à vous. C'est très intéressant la manipulation. Non, croyez-moi, je vous assure. Là, on parle presque philosophie. Je veux dire que c'est très intéressant comment vous avez posé la question. Tous les nananis ne se reconnaissent pas forcément en vous. Et là, c'est très intéressant parce que la manipulation de la démocratie, elle s'opère ici. Parce que ça laisse sous-entendre que les associations antiracistes qui sont censées nous représenter, qui ont été enfantées par le racisme d'État, qui nous ciblent avec le racisme d'État français, si vous n'êtes pas habitué, c'est une certitude. L'État français a deux faces. Donc la LDH a été engendrée par le racisme. Non, je vous ai financé. Non, quand je vous dis financer, ça veut dire que les subventions qu'elle reçoit, vous voyez Total, je vous prends un exemple qui vous permettra de mieux comprendre, parce que des fois, quand on n'a pas l'habitude d'un cheminement, il peut n'être pas tout de suite. Mais si Total finance un projet écologique, alors qu'il est le plus grand pollueur, on trouvera ça suspect. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de bonnes intentions, mais on ira vérifier qu'est-ce que ça cache, parce que quand même, ce n'est pas dans son intérêt qu'on dépollue, alors que lui, il pollue énormément. Donc, ce qu'on nous, on est en train de dire, c'est que le plus grand, écoutez bien, le plus grand pourvoyeur de racisme, ce n'est pas Brett Bailey, c'est un microbe, c'est l'État français en France. En Afrique du Sud, c'est l'État sud-africain. Aux États-Unis, c'est l'Amérique blanche. Et vous comprenez ce que je veux dire? Quand on parle de racisme d'État, mademoiselle, je vous renvoie à une notion qui est assez classique. Je ne sais pas si vous connaissez Stokely Carmichael. Non, mais c'est très important. Stokely Carmichael a utilisé un concept qui est le concept de racisme institutionnel. Le racisme institutionnel, c'est ce que nous vivons. Le racisme en France est institutionnel. Et c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que le président de la République est un méchant raciste qui tous les jours se dit je vais casser les... C'est pas du tout ça. Le racisme est institutionnel. Et vous savez pourquoi il est institutionnel? Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, s'ils sont noirs, nous savons qu'ils ne seront pas présidents. Aujourd'hui, personne ne se pose la question, on se dit qui sera candidat en 2017? Tu y as pensé tout à l'heure. Personne en France ne peut imaginer que ce sera un noir ou une femme noire. Personne. C'est impensable. Et quand un système politique fonctionne de cette manière-là, alors oui, on peut dire qu'il y a du racisme d'État parce que le racisme est institutionnalisé. Il est partout, dans la manière dont on désigne les députés. Dans la manière dont on désigne les députés. Le scrutin uninominal à 2 tours fait que les députés sont blancs. Voilà, c'est comme ça. Sauf dans les anciennes colonies où ils ne sont pas forcément blancs, mais parfois ils le sont. C'est institutionnel, voilà, c'est comme ça. Et c'est un constat. C'est pas possible qu'il y ait demain un président noir en France. Alors qu'aux États-Unis, alors que Mme Taubira est tellement indignée par ce qui se passe aux États-Unis, il y a effectivement des actes racistes isolés dans le Sud avec des policiers qui ont baigné là-dedans. Mais il y a une police raciste, mais le système n'empêche pas qu'un président noir soit élu. Il faut quand même se rendre compte de ça. En France, ça n'est pas possible. Juste pour illustrer ce que Claude vient de dire, grave. Il y a l'article de Stéphane Lavignotte sur Mediapart qui parle donc du racisme structurel. Voilà, vous aurez des éléments là-dessus parce qu'il dessine bien la cartographie de ce qui se passe, ce qui s'est joué à Saint-Denis. Voilà. Est-ce que vous voulez dire tout à l'heure Franco... Et Bams va répondre à la question. Merci les garçons. Merci les garçons. Et donc, il est important aussi de voir comment le collectif contre Exhibit B, au nom des 20 000 signataires, au nom des manifestants, représente donc cette colère et ce refus de ce spectacle. Et nous avons empreint la voie de la manifestation. Et que, comme tout mouvement contesté, quand le peuple s'en empare, il manifeste. Et ce n'est que le haut de l'iceberg. Et donc, quand vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on veut dire en disant on ne pourra plus faire sans nous, je pense que le débat, ce qu'on a aujourd'hui porté dans le débat national, montre une chose, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire française noire contemporaine, un segment de cette communauté s'est levé contre l'institution, et ça c'est nouveau, c'est pas contre Guerlain, c'est pas contre Elle Magazine, c'est contre l'institution française, l'État français, pour aujourd'hui manifester sa colère. Et que je pense
que ce précédent qu'on a créé grâce à ce microbe Bailey fera que demain, quand on manipulera de nouveau l'image noire, je pense que les gens réfléchiront à 2 fois, parce qu'ils savent aujourd'hui que l'homme noir, la femme noire, prendra la rue, prendra des voies judiciaires, prendra des voies politiques pour se défendre. Voilà. Et puis, juste pour compléter, nous rentrons maintenant dans un autre cercle, qui est le cercle de l'inclusion. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui de travailler à une construction ensemble et de ne plus rester dans les clivages, parce que ce spectacle, en fait, nous met dans un clivage blanc-noir, alors que depuis des décennies, il y a un travail qui a été fait et nous allons continuer de le faire, aussi bien sur le plan artistique, sur le plan intellectuel, sur le plan politique et sur tous les autres plans. Et il faut que la société civile se saisisse pour que ce qui se passe, par exemple, dans des lieux de spectacle, qu'il y ait aussi des directions qui sont données par des afrodescendants, par cette sensibilité-là. Et puis dans les afrodescendants, il y a une multiplicité, il y a une diversité. Et cette diversité-là est capitale. Et dans notre collectif, cette diversité existait. Et on n'était pas une masse uniforme. Et nous ne sommes pas une masse uniforme. Voilà. Combien de noirs, combien de... Question, oui. Pour poursuivre cette base, excusez-moi une petite chose d'ordre technique. On est attendu parce qu'on va terminer dans 5 minutes maximum. C'est une question très brève. C'est une question de fille, justement, pour aller dans le sens de Babs, qui a parlé de Guerlain et de elle. Moi, je suis Marie-Claire, le journal. Ah bon, je croyais que vous vous appelez Marie-Claire. Et donc, il reste 5 minutes? Oui, pardon. Pas le journal Elle. Marie-Claire. Non, parce que Elle, c'est intéressant, parce qu'il y a la fille de Monsieur Dereau, qui est l'associée de Pascal Blanchard, qui fait du blackface. Et Marie-Claire, j'ai donné l'édito et le papier entier à Franco. Donc il a l'article de Marie-Claire sur la fin des canons de beauté monochrome. Voilà, justement. Je vous taquine. Mais non, mais je sais que Marie-Claire, c'est pas elle. Numéro 53-77. Et délégué CGT. La CGT Spectacle nous a attaqués violemment. On a parlé de Guerlain, Babs a parlé de Guerlain, donc ça c'était aussi une des actions récentes à laquelle la brigade anti-négrophobie a pris une part importante. Ce qui était important dans Guerlain, c'était quand même que 3 samedis de suite, le magasin Guerlain des Champs-Élysées a été fermé, donc on a pu frapper à la caisse. Ça c'est important, et qu'il y a eu réparation, une forme de réparation, avec l'engagement de LVMH à l'époque, suite aux actions et aux boycotts et aux manifestations. Je crois que c'était d'abonder un fonds qui lutte contre la drépanocytose. Absolument. Voilà. Donc il y a eu cette pression-là, et donc la question en tant que journaliste je pose, c'est est-ce que le fait qu'il y ait eu une mobilisation forte, que la presse est venue, peut permettre d'envisager d'aller jusqu'à une demande de réparation du type qu'il y a eu chez LVMH au moment de l'affaire Guerlain. Bah, si on pouvait avoir la tête des programmateurs... Non, mais c'est une question. C'est une question. Si je peux répondre à la question aussi. Bien sûr. J'aimerais simplement dire que pour l'affaire Guerlain, que j'ai suivie comme beaucoup d'autres, on avait en front, en quelque sorte, une société capitalistique, pour reprendre un champ lexical qui grira au membre de la CGT que vous êtes. Mais là, en fait, en réalité, on a l'État, puisqu'à travers l'établissement de la ville de Paris, nous avons les institutions publiques. On l'a rappelé tout à l'heure, les commémorations de l'abolition de l'esclavage sont quasi systématiquement dévoyées parce que des citoyens de couleur noire y sont arrêtés et violentés. Vous avez eu encore récemment, parmi les manifestants devant le TGP à Saint-Denis, une personne que je représenterai la semaine prochaine devant le tribunal correctionnel de Bobigny qui a fait 48 heures de garde à vue, qui a été aux toilettes, on ne lui a pas laissé de papier, qui entendait des phrases hyper racistes de la part de la police. Moi, j'aime pas les Noirs, mais qu'est-ce que leurs fesses sont belles, elles sont bien faites, on y mettrait plein de choses. Ça fait partie des choses qu'elle a entendues. Alors,
On peut dire ce qu'on veut sur le dessin artistique de Brett Bailey. Comme l'ont dit un certain nombre avant moi, le spectacle, en réalité, il avait lieu à l'extérieur. Et il y a aujourd'hui des spectateurs qui veulent devenir acteurs. Et c'est ça que vous devez comprendre. Et c'est sur ce terrain-là que le collectif s'engage.